Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus et merci de votre attention. Au sommaire de ce nouveau numéro de Géopolitis. Des minerais et des terres rares en Ukraine, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, mais ce n'est qu'un exemple. Le contrôle des ressources minières exacerbe aujourd'hui plus que jamais la compétition entre puissances. Nous verrons pourquoi. L'Afrique détient un tiers des réserves mondiales de minerais critiques, une richesse très convoitée, notamment par la Chine. Certains gouvernements africains exigent désormais des investisseurs de transformer les minerais sur place. Et puis pour s'affranchir un peu de la dépendance aux pays extracteurs, une option est possible, le recyclage des minéraux stratégiques, un secteur en plein développement. Il joue un rôle central dans l'essor du numérique, mais aussi dans la transition énergétique. Certains d'entre eux sont tout simplement devenus indispensables dans la fabrication de produits comme les batteries. Les minerais sont l'une des clés essentielles à la compréhension des enjeux stratégiques actuels dans le monde. Lorsqu'un minerai est jugé crucial, qu'il n'existe pas de substitution possible à ce jour et que son approvisionnement est à risque, en raison de facteurs géopolitiques par exemple, on parle de minerais critiques. C'est notamment le cas des terres rares comme le scandium. Terres rares. Voilà un autre terme que l'on entend aujourd'hui régulièrement. Terme qui peut prêter à confusion. Les terres dites rares se trouvent en réalité potentiellement un peu partout. Mais elles sont concentrées en faible quantité et donc difficiles à traiter pour les séparer des autres éléments, les purifier. Ce qui est spectaculaire, c'est la demande en minerais critiques. Les besoins sont tels qu'ils pourraient doubler, voire tripler d'ici 2030. Pour y répondre, il faudrait exploiter, selon certaines études, plus de 300 nouvelles mines supplémentaires. À un tel rythme, l'Europe pourrait rapidement être confrontée à des problèmes de pénurie. Son risque de dépendance est très élevé, tandis que la Chine, avec une stratégie anticipatrice, a investi massivement pour contrôler toute la chaîne, de l'extraction au produit fini jusqu'au recyclage. Le contrôle des ressources minières exacerbe la compétition entre puissances. On en parle dans un instant avec Olivier Lazare, chercheuse en sécurité planétaire et médiatrice environnementale, présente à Genève dans le cadre du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Mais on fait le point tout de suite sur les principaux enjeux et acteurs du secteur avec Nathalie Bouchard. Avoir un sous-sol riche en minerais critiques peut être un atout, comme une malédiction. Ici, au centre de l'Ukraine, c'est le titane qui est extrait, indispensable pour des secteurs stratégiques comme l'aérospatiale, la médecine ou l'industrie militaire. Le pays détiendrait 1 à 2% des réserves mondiales de ce métal, les plus importantes au niveau européen. Le sous-sol recèle également de lithium, mais aussi de graphite, d'uranium ainsi que de terres rares. L'Ukraine détiendrait 5% des minéraux critiques mondiaux, en partie dans les territoires occupés par la Russie. Nous disposons d'informations selon lesquelles, malheureusement, il y a environ 350 milliards de dollars de ces matériaux critiques utiles dans le territoire temporairement occupé. Nous comprenons qu'il s'agit de ressources auxquelles l'agresseur a accès et qu'il peut utiliser. Des chiffres à prendre avec des pincettes, car de nombreuses données sont anciennes. Tout d'abord, vous devez investir dans des travaux d'exploration supplémentaires, de l'exploration géologique. En fait, nous sommes en train de vendre sans réellement savoir. L'Ukraine détient plus de 20 minéraux identifiés comme critiques par l'Union européenne. En juillet 2021, elle a signé un protocole d'accord de coopération avec l'UE. Dans l'immensité aride du désert chilien, le salar d'Atacama constitue l'une des plus grandes réserves mondiales de lithium, un métal essentiel notamment pour la production de batteries électriques et l'industrie des énergies renouvelables. À plus de 3400 mètres d'altitude, ses employés se hâtent de terminer les travaux d'exploration. Nous savons que la fenêtre du lithium s'ouvre pour un moment et que nous devons accélérer le processus. Les entreprises le savent et elles savent qu'il s'agit d'un bon projet. Y participer générera pour elles d'importants avantages concurrentiels. Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium après l'Australie, devant la Chine et l'Argentine. Près de 95% de ce métal sont extraits par ces 4 pays. Mais au final, c'est la Chine qui raffine 65% du lithium au niveau mondial. Au-delà de ce métal stratégique, elle raffine également 91% du graphite naturel, 92% des terres rares, 77% du cobalt, 44% du cuivre ou 28% de nickel par exemple.
La Chine domine ainsi le raffinage des minéraux critiques mondiaux. Une situation que le pays n'hésite pas à employer comme levier économique et géopolitique en pratiquant des restrictions, voire des interdictions d'exportation. La course aux minerais critiques touche également le continent africain. Le Nigeria se positionne par exemple comme alternative stratégique aux producteurs traditionnels du lithium. À côté de quelques mines légales, se développe l'extraction artisanale et illégale. Des enfants viennent y remplir des sacs de 10 à 25 kilos de la précieuse roche avant d'aller la vendre en ville. La plupart des acheteurs sont chinois. Ils viennent acheter dans l'entrepôt ou, si possible, nous les emmenons là où ils se trouvent. Mais la plupart du temps, ils viennent chez nous pour acheter le matériel. Le continent africain détient un tiers des réserves de minerais critiques mondiales. Une richesse convoitée qui permet au gouvernement d'exiger des investisseurs de transformer les minerais sur place afin de créer davantage de retombées économiques locales et régionales. Plutôt que d'extraire des matières premières et de les exporter, il s'agit de les extraire et de les transformer dans le pays dans le cadre d'une co-entreprise avec d'autres. Longtemps, les énergies fossiles ont modelé la géopolitique. De plus en plus, celles-ci s'articulent autour des minerais critiques. Olivia Lazare, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes chercheuse en sécurité planétaire et internationale. Vous êtes aussi médiatrice environnementale. Vous travaillez notamment pour Carnegie Europe. La demande en minerais explose, on l'a vu dans le sujet. Elle est même vertigineuse. Le XXe siècle était pétrolier. Le XXIe siècle sera-t-il métallique? Oui, mais il faut remettre les choses en contexte. Nous sommes, collectivement parlant, des sociétés et des civilisations métalliques depuis l'âge du néolithique, en fait. C'est juste qu'avec la trajectoire qu'on a prise dans nos développements en termes de civilisation, on a eu une demande exponentielle et une production exponentielle minière, métallique, métallurgique, etc., etc. Ce qui se passe à l'aune du XXIe siècle, bien évidemment en lien justement avec le changement climatique, mais aussi avec cette fameuse 4e révolution industrielle qui se joue sur les nouvelles technologies, sur la digitalisation, on a effectivement en fait des demandes en minerais et en métaux excessivement importants pour construire en l'occurrence les infrastructures à la fois énergétiques renouvelables, mais aussi les infrastructures, en l'occurrence digitales, qui vont rebattre les cartes, en l'occurrence, d'une économie mondiale et d'une énergie mondiale. Là où il va falloir justement en fait amener un petit peu de nuance, c'est que oui, nous sommes en train d'aller vers plus de métaux, plus de renouvelables. Par contre, nous ne voyons pas encore, en l'occurrence, une réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Mais si on prend un exemple, le lithium, sa production a grimpé de presque 300% entre 2010 et 2020. Cela signifie que la décarbonation est en marche, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle qui, en l'occurrence, a commencé il y a pas mal de temps déjà, environ 20 ou 30 ans, en Chine. Pour des raisons, en fait, de sécurité domestique, parce que les enjeux de pollution, les enjeux de décarbonation font vraiment partie maintenant, en fait, d'une question de sécurité domestique pour le Parti communiste chinois. Donc, ils ont lancé justement des politiques de décarbonation qui sont en train d'avoir des répercussions sur l'économie internationale. La Chine qui a pris conscience de sa fragilité énergétique, dans les années 80 déjà, si je cite Deng Xiaoping, qui le relevait en 87, le Moyen-Orient du pétrole, mais la Chine a des terres rares. Ils ont pris conscience de leur force industrielle, pas forcément de leur fragilité énergétique. Et au fur et à mesure du temps, avec justement des discussions internationales qui se sont jouées sur ce qui se passe dans le régime climatique, ce qui se passe en l'occurrence dans des problématiques de contraction écologique, cette force industrielle, cette force minière, cette force en l'occurrence, cette capacité d'aller chercher en l'occurrence dans leur sous-sol pour créer une verticalisation de ce qu'on appelle des chaînes d'approvisionnement, est devenue en fait la colonne vertébrale des politiques climatiques, des politiques industrielles en réponse au changement climatique international. Et ils ont pris beaucoup d'avance. Aujourd'hui, ils ont un quasi-monopole. Oui, que maintenant, en l'occurrence, beaucoup d'acteurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Australie, même en Arabie Saoudite, ces différents acteurs essayent de modérer ce quasi-monopole chinois. Pour des raisons, en fait, tout simplement de ce qu'on appelle de-risking, de diversification des chaînes d'approvisionnement, parce que c'est jamais, en l'occurrence, une bonne idée d'être complètement surdépendant par rapport à un acteur en particulier. Ça peut laisser justement soit des fragilités, on l'a vu dans la période du Covid,
soit, en l'occurrence, ça laisse aussi des vulnérabilités sécuritaires si des chaînes d'approvisionnement qui sont critiques, non seulement à la décarbonation, mais aussi la digitalisation, mais aussi la défense et d'autres industries civiles, si les chaînes d'approvisionnement sont arsenalisées ou instrumentalisées, on se retrouve dans des situations géopolitiques excessivement compliquées. De dépendance notamment. Et alors, on assiste à une véritable course entre puissances. La Russie, par exemple, qui veut elle aussi devenir un acteur incontournable dans ce domaine. Comment agit-elle ? Elle adopte la stratégie du chaos. Donc si on veut comparer par exemple la Chine, qui maintenant, nous le savons, a investi dans les 15-20 dernières années plus de 56 milliards de dollars à essayer d'acquérir des concessions, des capacités d'extraction minière, non seulement en Chine, mais il y en a finalement relativement peu en Chine, elle se concentre surtout sur les terres rares, mais à travers les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, il y a eu beaucoup d'investissements par rapport justement à l'acquisition de capacités minières. C'est venu avec du développement, c'est venu avec des capacités financières, c'est venu avec une nouvelle diplomatie, en l'occurrence justement que la Chine a mise en place. En comparaison, la Russie, le Kremlin il crée des accords militaires avec certains pays qui incluent justement des accords sur la recherche hydrogéologique, qui est absolument fondamentale maintenant justement pour la recherche de minerais, mais aussi pour la recherche des sources d'eau qui facilitent l'extraction. Ils ont, en l'occurrence, et ça je l'ai vu justement dans mes travaux en République centrafricaine ou même à Madagascar, ils utilisent en fait des techniques d'instrumentalisation de la fragilité. Donc soit ils envoient en l'occurrence des troupes paramilitaires, c'est l'histoire de Wagner maintenant qui s'appelle Afrika Korps. Soit ils utilisent en l'occurrence des oligarches, dont forcément c'est une économie quelque part illicite, beaucoup plus privée, qui investissent dans des acquis miniers, mais aussi des acquis reliés à la désinformation, à la mésinformation. Et en fait, la Russie essaie de se positionner dans une économie minière internationale, dans certaines chaînes d'approvisionnement, à la fois pour ses propres besoins, qui, dans leur cas, est beaucoup relié à la défense, puisqu'ils sont passés dans une économie de guerre et de production guerrière, mais aussi, en fait, de mettre à mal les politiques, justement, européennes ou la stratégie, justement, des puissances dites occidentales qui essayent de créer une sécurité d'approvisionnement par rapport à certains minerais et certains métaux. Alors, en lien, cette question d'actualité, l'Ukraine, évidemment, qui est riche en minéraux, on l'a vu, c'est l'un des enjeux du moment. Oui, absolument. Et ça, il faut le mettre en lien justement avec les activités de la Russie sur des théâtres africains, sur des théâtres dans les Balkans, en Amérique latine, à utiliser justement cette stratégie du chaos qui, dans le cas de l'Ukraine, se traduit par des offensives kinétiques, donc l'utilisation de la guerre, à la fois parce que l'Ukraine a une place particulière justement dans le narratif impérialiste de la Russie par rapport au passé, mais aussi parce que l'Ukraine est effectivement l'un des pays sur le continent eurasiatique, en général, qui est excessivement riche à la fois en lithium, en terres rares, en titane, en graphite, mais aussi en uranium, qui est excessivement important pour la politique énergétique justement de la Russie et dans sa logique d'essayer de contrer les politiques énergétiques, même européennes, françaises, entre autres, justement par rapport au nucléaire, et également fossiles. Et puis n'oublions pas, en l'occurrence, l'Ukraine est aussi excessivement riche, non seulement d'un point de vue matériel et énergétique, mais aussi riche d'un point de vue des sols productifs, de l'eau et des espaces habitables qui vont être excessivement importants justement dans le futur, avec des futurs en fait interrompus ou mis à mal en l'occurrence par le changement climatique. Et la Russie se positionne en fait en tant que acteur anticipant justement des changements profonds à la fois par rapport au changement climatique et par rapport au changement géoéconomique et géostratégique, et essaye d'établir déjà maintenant les bases d'une puissance qu'elle se veut jouer sur le long terme. Alors, dans tout cela, l'Europe, qui est aussi entrée dans la course, l'Europe a pris du retard. En Europe, pour réduire la dépendance à la Chine, la recherche des sites clés se poursuit. Un groupe minier suédois a identifié dans la région de Kiruna, dans le grand nord de la Suède, ce qui serait le plus grand gisement connu de terres rares d'Europe. Mais sur place, les Samis, peuple autochtone du nord de la Scandinavie, dénoncent cette exploitation qui va à l'encontre de leurs droits de pâturage, car elle se trouve sur un passage de transhumance des rennes. Regardez cet extrait d'un documentaire projeté lors du festival FIFDH, dans lequel le président de l'association suédoise des éleveurs de rennes s'exprime. Many reindeer herders are forced to feed them in the winter time.
And also, all this extracting industry is taking away land from the reindeer, so we can't really adjust us for the grazing condition because the land is gone. The Sami culture is depending on the reindeer husbandry. Without the reindeers, we have no culture left. Because everything from our culture comes from these animals. We got our food, we got our protection, our clothing, everything. When you think of it, you become quite angry because you know that the people that have the power to make decisions, they sit in the office in the south of Sweden and south of Europe or Brussels or wherever and take decisions that have a bad impact for us and our lifestyle. Olivier Lazare, on a vu cet exemple avec les Samis. L'impact social et environnemental est important, avec ce risque que les droits des populations et la biodiversité d'ailleurs soient sacrifiés. Tout à fait. Ça fait partie justement des grandes tensions de cette transition, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit digitale, ou cette transition de puissance. On a à la fois des enjeux de justice, que ce soit au niveau écologique ou que ce soit culturel et identitaire. En Europe, en l'occurrence, beaucoup des réserves, des gisements potentiels qui pourraient être exploités, mais c'est petit comparé à la géologie internationale, se trouvent soit dans les pays nordiques, soit dans des endroits en fait, qui sont stressés d'un point de vue ressources naturelles, d'un point de vue eau. Ça crée justement des tensions sociales excessivement importantes. Et l'Union européenne, en vue, en l'occurrence, d'une géostratégie mondiale qui s'accélère excessivement rapidement et avec des enjeux sécuritaires profonds, doit, en l'occurrence, essayer de diversifier ses approvisionnements et donc d'aller chercher dans ses propres réserves. Mais ça crée bien évidemment justement des tensions politiques et des télescopages, en fait, en termes de langage. Comment justement faire valoir d'un certain côté la sécurité géostratégique de l'Europe avec ou contre, justement, des sécurités humaines, des sécurités identitaires, des capacités, justement, de continuer des cultures qui ont le droit d'exister et qui sont importantes, justement, à la diversité européenne et mondiale, ça fait partie de ces grands enjeux-là. Par contre, il faut aussi mettre ça en lien avec le fait que ce qu'on voit actuellement dans cette course effrénée, justement, aux minerais, c'est que il y a des questions de... Il va falloir qu'on fasse très attention à là où on va aller faire de la mine, non seulement d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue écologique. Quand on voit justement beaucoup de cette compétition s'accrocher en fait sur les bassins du Congo, sur les bassins de l'Amazonie, qui sont excessivement importants en fait à la régulation du régime climatique, si on va en l'occurrence ajouter des pressions minières dans ces endroits-là, en plus des pressions agricoles ou d'autres pressions de construction d'infrastructures, on risque en l'occurrence de perdre très très rapidement la bataille contre le changement climatique parce qu'on n'aura pas réussi à faire de l'extraction justement ordonnée. Et ce sont souvent les pays les plus vulnérables au changement climatique qui possèdent beaucoup de ressources. L'Afrique, vous en avez parlé, la ruée vers l'Afrique apparaît comme un Eldorado. Oui. Le continent renferme un tiers environ des réserves mondiales pour l'ensemble des métaux. Comment les pays africains pourraient mieux bénéficier de leurs richesses souterraines ? Alors, ça dépend, en l'occurrence, quelque part, j'ai envie de dire, de la classification, quelque part, des États africains. Si on parle, par exemple, de la Namibie, du Nigeria, de la Zambie, ce sont des pays, justement, qui sont déjà bien en avance par rapport à leur développement économique, qui ont des systèmes de gouvernance, même de législation et de régulation par rapport aux enjeux miniers, qui sont déjà relativement bien établis, bien solides. Dans des contextes pareils, il y a justement des capacités de créer des investissements au niveau international, que ça vienne de Chine, de l'Europe, des États-Unis, et de créer des conversations autour de cette fameuse valeur ajoutée, de comment investir dans les capacités de transformation des métaux et des minerais sur place. Et donc d'enclencher en fait une économie industrielle, et donc à partir de là, d'autres services, d'autres économies de services, etc., etc. Et de l'autre côté, il faut penser aussi les choses en termes de qu'est-ce qui se passe dans les États fragiles. En ayant travaillé justement en République centrafricaine, on voit encore une fois que la fragilité, la cooptation des élites, l'utilisation de la corruption peut être utilisée par des grandes puissances, entre autres par la Russie, pour avoir accès à des acquis miniers. Dans des moments comme ça devient dans des contextes pareils, ça devient très compliqué en l'occurrence de créer justement une discussion ordonnée, systématique, établie pour créer de l'investissement et donc du développement économique. Au contraire, on risque d'avoir justement un scénario du fameux scramble for resources, le côté acquisition des ressources et en fait perte de valeur justement ajoutée. Il y a différents exemples, comme la RDC. Alors,
pour tenter de limiter la demande exponentielle en extraction, une option est possible, le recyclage. Contrairement aux ressources fossiles, ces minéraux stratégiques peuvent vivre plusieurs vies. Le secteur est en plein développement. Si les taux de recyclage sont encore faibles, la Chine se positionne également comme un acteur clé. Nathalie Boujard. Transformer les déchets en ressources. Ces câbles sont récupérés lors de la démolition de bâtiments, dans des véhicules hors d'usage ou encore lors du renouvellement de réseaux numériques et de télécommunications. À Escaupon, près de Valenciennes, dans le nord de la France, ce géant du recyclage a investi 18 millions d'euros dans une nouvelle ligne de tri de câbles électriques pour en extraire du cuivre. Donc nous, on trie le cuivre pour le vendre, pour qu'il est renouvelé. On enlève tout ce qui est ferreux, plomb, tout ça. Et en même temps, on dépollue, parce que des fois, on trouve des matières polluantes dedans. Capacité de triage, 20 000 tonnes par an. Le cuivre, utilisé pour la production et le transport d'électricité, est essentiel à la transition énergétique et nos sociétés numériques. Son prix s'envole depuis quelques années, la demande dépasse l'offre, alors le recyclage devient intéressant. Elle est nécessaire parce que le cuivre, il se raréfie, il faut le recycler, il faut le collecter, le recycler et le réinjecter dans l'économie, dans l'industrie. Ce métal récupéré est transformé en grenaille, revendu directement à des fonderies qui recréent des bobines destinées à l'industrie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les quantités de cuivre recyclées pourraient réduire les besoins de nouvelles extractions de 40% pour 2050. Donc aussi affranchir de la dépendance de pays extracteurs et raffineurs, de sécuriser une partie des approvisionnements. Nous devons veiller à ce que les matériaux de valeur restent en circulation et soient réutilisés et recyclés au lieu d'être mis en décharge ou incinérés. Nous devons utiliser les déchets comme une ressource et boucler la boucle. C'est aussi le cas de minéraux stratégiques comme le nickel, le cobalt ou le lithium, utilisés dans certaines batteries de voitures électriques. Si les taux de recyclage sont encore faibles, les capacités de revalorisation se développent rapidement, majoritairement sous impulsion de la Chine. Le recyclage est très important. La technologie actuelle de notre entreprise permet de recycler la technologie lithium-cobalt à 99,6%. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de trop de nouveaux métaux. Et pour le lithium, nous pouvons atteindre 91% aujourd'hui. Le recyclage sera donc très utile. Je pense par exemple qu'en 2042, la Chine n'aura pas besoin de nouveaux minerais pour les batteries, grâce au recyclage. La Chine, qui contrôle déjà l'extraction et le raffinage de nombreux minerais critiques, se profile également comme acteur incontournable du recyclage. Olivier Lazare, les besoins en métaux pourraient-ils en partie, en tout cas, être couverts par le recyclage ? Absolument. Ça fait partie, en l'occurrence, justement, des propositions stratégiques en Europe, aux États-Unis, même en Chine, d'investir dans les stratégies et les business de recyclage. Pas seulement ça, d'ailleurs. Il s'agit aussi de faire une diversification d'approvisionnement avec de la phytomine, qui crée en fait des approvisionnements miniers au travers des plantes qui dépolluent les sols. De la mine urbaine, qui va essayer justement d'aller chercher de nouveau des anciens gisements, des anciens déchets miniers qui ont été créés au travers des époques. On a besoin, et on le sait, ça c'est la Banque mondiale, l'OCDE qui le dit, d'environ encore 10 à 15 ans d'extraction primaire. Par contre, il y a aussi beaucoup de technologies de substitution et des économies de substitution qui vont se mettre en place dans un effort justement de compétition. De manière générale, le constat est plutôt sombre sur la question des minerais. Mais néanmoins, pour la décarbonation, est-ce que ce n'est pas là le moindre mal ? C'est excessivement important de le rappeler, même si en l'occurrence on est rentré dans le cœur du désordre en fait, de la géopolitique, de la géostratégie, de beaucoup de choses justement qui se mettent en place et même des impacts miniers pour faire de la décarbonation, il faut absolument le faire. La transition énergétique est une condition sine qua non pour un futur qui sera encore propice à l'existence de l'humanité et d'autres espèces planétaires. Par contre, ce sur quoi il faut insister aujourd'hui, c'est que bien évidemment, il va falloir qu'on se rende compte qu'une transition énergétique qui remétabolise des flux commerciaux, des dépendances et toute une économie internationale, couplée à une transition digitale qui met en plus en exergue des dilemmes de sécurité et qui fait des demandes justement sur la défense, sur la protection, sur la sécurité, etc., etc. En fait, ce qui se cache derrière tout ça,
C'est une réalisation qu'il va falloir qu'on fasse une transition au niveau de nos architectures de paix et de sécurité. Nous allons devoir retrouver un langage commun sur les normes, sur les principes, sur les relations et les métabolismes et les interdépendances qui nous unissent en tant que communauté internationale et dans lesquelles on va pouvoir justement créer en fait un environnement qui va être sécure, qui va répondre à l'urgence climatique et aux urgences écologiques et qui va permettre en l'occurrence de coupler sécurité écologique avec sécurité humaine, sécurité régionale et sécurité internationale et planétaire. Toutes des questions fondamentales. Absolument. Merci infiniment, Olivier Lazare. Merci. Et merci de votre fidélité. Géopolitis est un magazine de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, disponible en tout temps sur les différentes applications et sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.